Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ici ce matin au Collège de France pour une nouvelle année d'enseignement. Ce dernier cours d'un premier cycle de 6 ans d'enseignement, vous savez qu'on enseigne par 6 ans d'année ici au Collège, en droit international des institutions, propose de réinterpréter ce qui finalement, en tout cas pour celles et ceux qui ont suivi les cours précédents, aura été le fil rouge de tous ces cours. Et ce fil rouge, c'est aussi le fil rouge du droit international, c'est la souveraineté. La souveraineté caractérise en effet l'autorité de ce qui à la fois institue et est institué en droit international des institutions, à savoir les peuples du monde. Et précisément parce que le droit international n'est pas un droit global qui surgirait de nulle part, ni même le droit d'un seul État, ou des seuls États d'ailleurs, mais bien un droit mondial, celui des gens ou peuples représentés par ces États et par ces autres institutions, et qui, pour citer Hannah Arendt, habitent cette terre et forment un monde entre eux, eh bien, le thème du cours revisité est souveraineté au pluriel. Et je m'adjoins à nouveau la complicité de Plantu ici. J'ai rajouté un S à ce superbe dessin qui sinon exprime beaucoup de choses que nous verrons ensemble ces prochaines semaines. Alors ce pluriel programmatique des souverainetés annonce trois choses que vous devriez retrouver au fil des semaines ici dans ce cours. Il souligne premièrement non seulement la pluralité en coexistence égalitaire, mais aussi la variété des peuples et de leur culture, et donc de leur type de souveraineté. Ce pluriel programmatique ouvre aussi deuxièmement à la pluralité en coexistence égalitaire et à la variété de leurs institutions publiques, souveraines, infranationales, les villes, les cantons, les régions, nationales, les États, mais aussi les autres institutions des peuples, par exemple des peuples autochtones. Et troisièmement, ce pluriel programmatique permet de penser et d'organiser la relativité et la divisibilité de la souveraineté de ces peuples, une fois réinstitués par le droit international, en co-souverains au sein d'institutions internationales égalitaires. Alors pour poser les jalons de ce programme, vaste programme, la leçon d'ouverture du cours de ce matin est intitulée « Souveraineté », toujours au pluriel, virgule, égalité et popularité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et dans mon introduction à l'introduction, j'aimerais préciser les enjeux de ce thème en ce moment, un moment où, vous le savez, tout le monde n'a de cesse, la presse y comprise, d'annoncer la fin ou la mort du droit international. Donc je vais commencer par un petit aparté ou une antichambre au cours, si vous le voulez. Donc vous le savez, il n'a jamais autant été question de droit international dans l'espace public européen et français, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui vous a attiré ici ce matin. Les forces et les faiblesses de l'ordre institutionnel international contemporain sont évidentes, je crois, désormais aux yeux de toutes et tous, comme d'ailleurs aussi, et j'y tiens, l'intérêt, la possibilité et notre responsabilité commune de le reconstruire, et c'est l'objet de cette chaire de le faire ici au Collège de France. Alors, il ne s'agit pas pour moi ici, bien sûr, de succomber aux annonces tout à fait prématurées de la fin de l'ordre juridique international tel que nous le connaissons, et dont la dernière version, et il sera beaucoup sujet d'elle aujourd'hui, est celle de la Charte des Nations Unies. Ces annonces de mort du droit international doivent en effet être abordées de manière circonspecte, parce que la plupart du temps, elles émanent de bords intellectuels et politiques, dits réalistes, intéressés depuis toujours à affaiblir ou écarter l'état de droit au profit de la puissance de quelques-uns, et dès lors à faire passer la défense du droit international pour un pur idéalisme.
Mais je crois que nous sommes toutes et tous capables aujourd'hui de faire la différence entre la validité et l'autorité du droit interne, par exemple du droit pénal ou antidiscriminatoire, et son effectivité. Nous ne concluons pas à la fin du droit pénal ou du droit antidiscriminatoire au seul motif que ce droit est violé chaque jour, voire à chaque minute en France. Pourquoi en irait-il alors différemment du droit international? Il nous faut nous ressaisir, et nous nous ressaisissons ensemble ici dans cet auditoire au collège, puisque, comme le disait George Sell en 1934, une autre période troublée, il ne faut pas confondre violation du droit international et évolution de ce droit. Des phases de régression, il y en a déjà eu beaucoup en droit international, et il y en aura beaucoup d'autres. Mais 3 remarques, cependant, pour vous montrer que je ne suis pas insensible. Première remarque, il est vrai que la gravité des assauts sur le droit en général, interne ou international d'ailleurs, est sans précédent. Et je vous en ai déjà parlé ces dernières années. Privatisation et donc érosion de la publicité du droit, et donc de possibilité de réalisation de l'idéal de l'état de droit. Normalisation et donc érosion de la normativité hétéronome du droit, ou encore individualisation et érosion de la relation d'égalité sans laquelle il ne peut pas y avoir d'égalité devant et dans la loi. Il faut bien admettre aussi, deuxièmement, que le droit international est plus vulnérable à ces assauts que ne l'est le droit interne. Il est plus récent d'abord, et on en parlera beaucoup aujourd'hui, XVIIe siècle. Il doit pouvoir prétendre à l'universalité des minima qu'il prescrit pour pouvoir être considéré comme international. Donc il faut beaucoup de possibilités de respect. Et il est institué de façon horizontale entre États, on dit droit international, plutôt que sous la souveraineté d'une seule institution supranationale, et ce sera d'ailleurs le sujet du cours. Et enfin, sa mise en œuvre n'est pas au bénéfice du pouvoir administratif et judiciaire obligatoire ni centralisé. Et il est vrai, troisièmement, que les attaques portées désormais contre le droit international sont plus graves que jamais. Elles concernent des obligations de droit international qui sont considérées comme impératives. L'intégrité territoriale, l'interdiction du génocide, et ce sera le sujet de ce cours, l'égalité souveraine des États et le principe d'autodétermination des peuples. Ces attaques sont alimentées par la polycrise, ce qu'on appelle l'intercrise, c'est-à-dire le télescopage de différentes crises. Elles sont le fait de grandes puissances, dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont aussi des puissances nucléaires. Et elles se font sans contrepartie de justification de la part des États qui violent le droit international. Et c'est encore plus grave, elles se font souvent sans grande réaction, ni mise en responsabilité de la part des autres États. Mais je vous mets néanmoins en garde contre ce discours de crise auquel je viens de succomber. En soi, une crise est bonne, bien sûr, parce qu'elle provoque la critique. Et nous le savons, la Société des Nations, et surtout l'Organisation des Nations Unies, mais aussi nos plus grandes organisations internationales du moment, sont toutes issues d'une tentative de reconstruction de l'ordre international après une grave crise politique, économique, sociale ou sanitaire. Donc nous pouvons espérer le mieux. Mais cet accent sur la crise peut aussi rendre myope au fonctionnement ordinaire du droit international, comme l'a dénoncé Charles Worth, mais surtout, et ce sera l'un des enjeux de ce cours, myope sur sa violation depuis toujours, ailleurs dans le monde. Les Nations Unies, malgré le renouvellement de leur proclamation de foi, regardez ce très beau texte, en l'égalité de droits des peuples en 1945, ne sont clairement pas encore parvenus à mettre cette égalité réellement en œuvre. Pire, le droit international aura été le vecteur puis le complice, successivement, de la colonisation et de l'impérialisme de la civilisation, puis de celui du développement économique et désormais technologique. Il n'a jamais non plus été capable de compenser les inégalités matérielles entre peuples par l'équité, comme on le voit bien dans le domaine climatique. Et il n'a jamais été capable, et ça a été le sujet de l'un de mes colloques et de mes cours, d'organiser ces procédures d'adoption, par exemple au sein des organisations internationales, de façon démocratique. Par conséquent, si le droit international est en crise, à nos yeux aujourd'hui d'Européens,
et je pense qu'il l'est, je vous ai donné certaines pistes tout à l'heure, rappelons-nous toujours que ce droit international est en crise depuis toujours ailleurs dans le monde. En somme, s'il n'est pas trop tard pour réagir et nous mettre ici, une nouvelle fois, à reconstruire notre ordre juridique international, je dirais surtout qu'il n'est pas trop tôt pour nous en occuper. Alors, cette injonction faite, je peux débuter avec le cours de ce matin, qui est un cours introductif d'ouverture au reste des leçons qui suivront. Et je vais commencer cette ouverture avec une partie assez longue, mais qui devrait poser le décor, planter le décor et introduire ce qui sera essentiel à saisir pour comprendre toute la suite, c'est le paradoxe de la souveraineté. Donc je vais vous présenter le paradoxe de la souveraineté en droit international. Donc je vais vous présenter ce paradoxe et les enjeux pour le droit international. La souveraineté, pour l'instant encore au singulier, de quoi s'agit-il? La souveraineté, c'est l'autorité ultime, à la fois d'un peuple, de ses institutions, par exemple les États, et des organes de ces institutions, par exemple l'exécutif ou le judiciaire, de dire et d'appliquer le droit, à la fois pour ce peuple lui-même, donc il est souverain et sujet, donc ça c'est une complexité intéressante, pour ses institutions et ses organes, et non pas tellement sur des choses ou des territoires, ou seulement par extension du rapport entre les gens et ces choses, ou entre les gens et ces territoires. Donc une autorité ultime. Dans sa dimension externe, et parce que, pour citer encore une fois Hannah Arendt, de nombreux peuples habitent cette terre, eh bien la souveraineté, c'est aussi l'indépendance d'un peuple, de ses autres peuples, de leurs institutions souveraines et des organes de ces institutions. Si l'on en cherche à en établir la généalogie, et vous verrez que cette généalogie, elle est toujours avec nous, et donc on va y revenir régulièrement, la souveraineté, c'est une invention européenne. C'est une invention des théologiens, puis des juristes médiévaux européens du XIIe siècle. Elle est issue du concept juridico-théologique de l'autoritas, ou autorité, conçue aussi comme la puissance ordonnée ou auto-limitée de Dieu par rapport à sa puissance absolue. La notion s'est consolidée progressivement au sein d'abord d'un montage institutionnel hybride entre Église et Empire, et plus spécifiquement autour de l'articulation conceptuelle de l'autorité de l'Église d'une part et le pouvoir ou la potestas de l'Empire de l'autre. Mais dès le XVIe siècle, une fusion conceptuelle fondamentale du tandem auctoritas et potestas s'opère avec la fusion institutionnelle de l'Église et de l'Empire en une seule institution dotée de souveraineté, celle de l'État moderne, de Bodin, Loiseau ou Hobbes. Depuis lors, cette fusion non seulement institutionnelle, mais aussi de ce fait conceptuel entre autorité et puissance dans la notion unique de souveraineté, est malheureusement devenue confusion pour certains, puisqu'elle occulte le fait que la souveraineté ne peut et ne doit se concevoir que comme une puissance autorisée, et donc comme une autorité limitée de manière inhérente par le droit qui l'autorise. C'est aussi de ces fusions et confusions que découle aussi bien l'ambivalence descriptive et normative de la souveraineté dans son traitement théorique, que l'ambivalence entre le caractère déclaratoire ou constitutif de la reconnaissance de l'État ou d'un peuple autodéterminé pour les connaisseurs, et j'y reviendrai. Mais comme cette brève généalogie l'a déjà anticipé, le principe de souveraineté et le droit international, celui des Européens à l'époque, sont indissociables depuis l'origine. En fait, ils partagent une même origine, la naissance de l'État dans l'Europe moderne du XVIIe siècle et sa juridiction territorialement délimitée et souveraine, garantie également par le droit international. En effet, pour que tous ces États distincts puissent être souverains en même temps, ils doivent pouvoir l'être également.
Et pour cela, leur égalité doit être garantie par un droit qu'ils ont en commun, c'est-à-dire le droit international. Tous le répètent dès lors, et pour les étudiants parmi vous, vos manuels, la pratique du droit international le confirme aussi depuis toujours, la souveraineté de l'État, et plus particulièrement l'égalité de souveraineté des États, est un principe fondamental du droit international, un principe dont l'existence se passe de source, une pierre d'angle, dira magistralement Virali. Toujours de manière schématique, on peut distinguer trois grandes phases de l'histoire de la souveraineté de l'État en droit international. Celle de l'autonomie souveraine, en vertu de l'analogie libérale, contractualiste et anthropomorphe entre la personne autonome et l'État souverain. Cet État souverain qui serait dès lors libre de contracter et dès lors de consentir, comme le serait une personne humaine, à des engagements internationaux dès le XVIIe siècle, quoiqu'à l'époque encore dans les limites du droit naturel. Deuxième phase, celle de la puissance souveraine de l'État, garantie très vite sans limite, du fait de la perte des limites du droit naturel, excepté celles, les limites, autorisées par le consentement, leur consentement au droit international. Et cette puissance souveraine sans limite, c'est celle du XIXe siècle, capturée dans cet extrait de l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire Lotus. Et troisième phase, celle de l'autorité de droit international de l'État, celle de 1945, un État dont la souveraineté est à la fois garantie et limitée par le droit constitutionnel international, mais aussi, de ce fait, complètement diluée dans le droit international et réduite pour cette raison à une simple question de validité juridique. Donc, gardez bien ces trois phases à l'esprit parce que vous allez voir comment, aujourd'hui, elles forment ce que j'appellerai tout à l'heure le palimpseste de la souveraineté en droit international. Alors, sans surprise, au vu de sa centralité en droit international depuis les origines, c'est évidemment la souveraineté qui déchaîne les passions au sein de cette crise du droit international dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est en effet un concept qu'on peut qualifier de fondamental à la Koselleck, ou d'essentiellement contestable à la Galli. Le propre de la souveraineté est en effet d'inviter constamment au débat sur l'encadrement de la puissance politique et sur ses limites juridiques. Par conséquent, le rôle de la souveraineté dans le débat a toujours été celui non seulement d'irriter, mais aussi d'émanciper après des moments de stabilité plus ou moins longs autour d'un mode d'organisation politique et juridique donné, comme nous l'a très bien rappelé Koskoniemi. En fait, c'est le cas à chaque crise juridique et politique, et Walker parle du boomerang de la souveraineté, j'aime bien cette image, en raison de ses nombreuses disparitions et retours allégués au fil des années. Qui n'a pas parlé du retour de la souveraineté ou de la mort de la souveraineté, etc. Donc toutes et tous se prévalent de la souveraineté en ce moment, je le disais, qu'il s'agisse d'ailleurs, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, au vu de la généalogie que je viens de vous faire, qu'il s'agisse d'argumenter pour ou contre la compatibilité de la souveraineté avec le droit international et les institutions internationales. Fait encore plus troublant, ceux qui invoquent l'incompatibilité entre la souveraineté et l'autorité du droit international, aujourd'hui, le font, pour certains, afin de plaider pour moins de souveraineté et plus de droit international, par exemple plus de droit de l'environnement, plus de droit international des droits de l'homme, parce qu'ils voient la souveraineté comme un frein à la coopération internationale et à la protection d'intérêts communs protégés par le droit international, y compris des intérêts non anthropocentriques, ou parce qu'ils voient la souveraineté comme le facilitateur du capitalisme extractiviste et de l'impérialisme du droit international depuis le XIXe siècle. Mais d'autres invoquent cette même incompatibilité entre souveraineté et autorité du droit international afin de plaider pour plus de souveraineté
et moins de droit international, parce qu'il voit le droit international comme une restriction indue à l'autonomie politique nationale, une autonomie qu'il considère comme antérieure et donc supérieure à l'autorité du droit international. Ce que l'on peut observer dès lors, c'est que l'on soit en faveur du droit international ou de la souveraineté, et vous êtes peut-être de l'un ou l'autre bord, le droit international est désormais abordé comme l'anti-souveraineté et la souveraineté comme l'anti-droit international. Il suffit de penser ici d'une part à la critique du fameux sovereignty word, S-word, de Henkin, à l'humanité comme l'anti-souveraineté et le nouveau alpha et oméga du droit international, à la Peters, ou à l'ouvrage En finir avec la souveraineté de Chemillé-Gendreau sur Celle. Mais d'autre part, il est aussi possible de mentionner ici la croisade anti-ius cogens du juge Guillaume, ou la souveraineté présentée comme limite au droit international plutôt que l'inverse, dans l'ouvrage de Goldsmith et Posner. Cette situation est tout à fait étonnante, et elle est quelque part assez déstabilisante, parce que la tension, voire le paradoxe, dirait à nouveau Koskoniemi, entre souveraineté et autorité du droit, a toujours été très bénéfique, y compris, le serait-elle, au droit international. Elle mériterait donc d'être cultivée et qu'on ne renonce ni à l'une ni à l'autre, et encore moins à l'une pour l'autre. Ce paradoxe est bien connu des philosophes du droit et il occupe les penseurs européens de la souveraineté depuis le XVIe siècle, Bodin, Loiseau, Hobbes, je les ai déjà cités, mais aussi dans l'entre-deux-guerres ou l'immédiate après-guerre, Jelinek, sa théorie des deux faces de l'État, et puis à sa suite Schmitt, Kelsen, Heller et Hart. Et puis depuis le tournant du millénaire, Walker, Koskoniemi, Cohen et d'Eisenhower. Maintenant, ce paradoxe ou cette tension entre souveraineté et autorité du droit est à mon avis très simple à comprendre et je vais vous le présenter parce qu'il remonte aux origines du concept. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la souveraineté n'est pas une simple puissance politique. Je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'autorité ultime de dire et d'appliquer le droit, la souveraineté est en effet une autorité de droit. Et elle peut, voire doit, être limitée par le droit. Cette limitation juridique propre à ce qui fait qu'une institution est une institution ou un état de droit, et donc hétéronome, est inhérente à la souveraineté, et ce même au-delà de la simple auto-limitation juridique par consentement du souverain, bien entendu. Mais en même temps, et c'est là le paradoxe, du fait de son rôle liminal, donc son rôle de seuil, de limite, de charnière entre droit et politique, la souveraineté n'en demeure pas moins aussi le produit d'une institution publique. Elle ne peut pas, ni ne doit se réduire dès lors entièrement à sa validité juridique. C'est ici toute la dualité de l'autorité ultime, celle de la limite, qui apparaît. La dualité d'une autorité qui est à la fois limitée et limitante. Et c'est d'ailleurs par la souveraineté populaire, celle d'un pouvoir à la fois instituant et institué, que la souveraineté de la modernité tardive est parvenue à entretenir cette tension ou paradoxe entre puissance politique et autorité juridique dès le XVIIIe siècle. On peut même avancer que c'est de cette manière que les théoriciens des Lumières ont pu ramener la dualité entre transcendance et immanence de la souveraineté des juristes médiévaux, alors qu'elle avait été perdue au moment de la fusion entre auctoritas et potestas par l'institution de la souveraineté en une seule institution, celle de l'État au XVIIe siècle. C'est surtout ensuite par le développement du constitutionnalisme démocratique durant les siècles qui suivront que la tension entre souverain constituant et souverain constitué sera le mieux saisie, parvenant à créer et faire apparaître le peuple à instituer en premier lieu ce fameux peuple introuvable de Rosan-Vallon. Le rôle du droit constitutionnel démocratique dans cette institution première de la représentation est alors de garantir un cadre égalitaire
y compris certains droits fondamentaux, qui lient non seulement le pouvoir constitué comme le reste de l'ordre juridique, mais aussi le pouvoir constituant, qui, s'il ne respecte pas ce cadre, ne pourra pas devenir un pouvoir constituant. Et ce fut d'abord le cas sur le plan national, et puis depuis 1945, j'en reparlerai, le cas sur le plan international avec les normes dites impératives de droit international. Mais malheureusement, au lieu de continuer à cultiver cette tension de la souveraineté entre puissance et autorité, entre droit et politique, la plupart des auteurs, y compris en droit international, ont choisi aujourd'hui l'une ou l'autre dimension du paradoxe. Et ce faisant, comme l'a très bien expliqué Deisenhouse, ils transforment ce paradoxe en un simple dilemme, comme si le paradoxe pouvait se résoudre par le choix de l'une ou l'autre de ces dimensions et ne pas continuer à hanter les débats sur la souveraineté à l'avenir. C'est ainsi qu'on peut aujourd'hui distinguer deux grandes familles de conception de la souveraineté. Celles qui sont plus politiques, qui reconnaissent la compétence de la compétence ultime à la puissance politique, hors de toute autorité juridique, à la Hobbes, Vattel ou Schmitt, et celles plus juridiques qui diluent la souveraineté entièrement dans sa validité juridique et en font une question de règles de reconnaissance à la Hart ou de Grundnorm à la Kelsen et en droit international à la Outerpart. Rares sont ceux qui résistent encore et qui tentent de concilier ces deux dimensions de la souveraineté. Et l'histoire du droit international, c'est ce que j'aimerais vous soumettre ce matin, en a souffert. Elle en a souffert depuis la mise à l'écart du droit naturel des gens et de l'analogie naturelle au fondement de l'égalité de souveraineté des peuples et des États. Cette histoire du droit international révèle en effet que la première approche, l'approche politique, a dominé du XVIIe au XIXe, et je simplifie à l'extrême, à dessein, a culminé dans ce qu'on peut appeler l'anarchie souveraine. Au prix d'un véritable droit international, puisque le seul droit international dans cette anarchie souveraine, c'est un droit international par consentement, c'est-à-dire tout sauf du droit, et au prix de deux guerres mondiales, puisque cette anarchie souveraine a culminé, nous le savons, au début du XXe siècle, dans ces deux guerres. La seconde approche ne s'est imposée que timidement, dès la deuxième moitié du XXe, pour tenter de contenir les puissances, notamment avec la proclamation de l'égalité souveraine à l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, et la réorganisation de l'ordre institutionnel international, après 1945, au prix toutefois, puisqu'il y a un prix chaque fois que l'on choisit l'une des deux dimensions du dilemme seulement, au prix du sacrifice de la souveraineté en et de droit international, puisqu'elle devient diluée dans le droit international, ce qui mène, à mon avis, à la crise actuelle. Je m'explique. Durant la première phase, qu'on appelle à tort celle de la souveraineté westphalienne, puisque les traités de Westphalie ne mentionnent pas la souveraineté, mais disons qu'on voit plus ou moins à quelle époque fait référence la souveraineté westphalienne, le droit international ne pouvait pas véritablement en être. En effet, ces obligations n'étaient réputées exister pour les États souverains qu'en raison de leur consentement à ces obligations. Et ça a été confirmé et répété de manière magistrale dans cet arrêt Wimbledon de la Cour permanente de justice internationale en 1923. Durant la deuxième phase, au contraire, donc la phase durant laquelle le droit international choisit la dimension juridique du dilemme, cette phase qu'on appelle la phase du droit constitutionnel international, l'autorité souveraine a été diluée en une autorité de pur droit international. Réduite à un ensemble de droits et de compétences, les étudiants et les enseignants parmi vous le savent, c'est comme ça qu'on enseigne la souveraineté, comme un ensemble de droits et de compétences en droit international, eh bien cette souveraineté est devenue indépendance ou autorité légale sous l'autorité du droit international, comme l'observera très bien Kelsen, et c'est d'ailleurs ce qu'il préconise en 1944. Ce que cela veut dire, c'est que contrairement à ce qui a eu lieu en droit constitutionnel interne au XVIIIe siècle, dont je vous parlais tout à l'heure,
Eh bien, ces deux approches, l'approche puissance politique et l'approche pure autorité juridique de la souveraineté, ne sont pas encore parvenues à se combiner en droit international et à y faire vivre la tension productive et émancipatrice de la souveraineté à la charnière, au seuil de la politique et du droit. En fait, le droit international souffre depuis toujours d'un décalage de quelques siècles par rapport au débat sur la souveraineté en droit interne. Ainsi, il était encore dominé par la souveraineté de la première modernité au XIXe siècle. Donc, quand vous lisez cet extrait de cet arrêt de 1923, vous lisez la première modernité de la souveraineté interne quelques siècles plus tard. Et il n'a été que très tardivement rattrapé par la souveraineté des Lumières après 1945. Et donc la difficulté pour notre objet, c'est qu'il n'a pas encore véritablement réinstitué les souverainetés populaires des peuples du monde. Et on le voit bien, je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure, à la place totalement secondaire et distincte qui est donnée au droit à l'autodétermination des peuples par rapport au droit à la souveraineté des États. Et pourtant, l'égalité de ces peuples a été proclamée à égalité avec celle des personnes humaines en 1945, à l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Pire, le décalage est aujourd'hui à vitesse multiple en raison de la colonisation et de l'accession tardive de la majorité des peuples du monde à la souveraineté de droit international. Ce droit international des Européens fait universel. Pour ces États décolonisés, la souveraineté a une dimension politique claire. Elle signifie bien davantage qu'une autorité égale et l'indépendance sous l'autorité du droit international à laquelle zone. Sans parler bien sûr des peuples autochtones qui attendent encore aujourd'hui leur égale souveraineté en droit international. Aujourd'hui, par conséquent, ces deux approches qui cultivent soit la priorité de la souveraineté sur le droit international, soit l'inverse, subsistent curieusement en parallèle, et ce alors qu'elles sont totalement contradictoires. Il suffit de relire vos manuels de droit international pour le réaliser. Les auteurs commencent par dire A, et puis à la fin du livre, ils auront dit B, sur la souveraineté, moi compris. Elle s'applique ensuite au gré des préférences, selon les auteurs et surtout selon les États. Et tel un palimpseste, le grand livre du droit international nous offre non seulement deux récits contradictoires, mais aussi des récits contradictoires de la souveraineté qui sont mobilisés à des moments différents en fonction de la région du monde considérée et de son rapport à la colonisation. Et cette ambivalence au cœur de la pratique du droit international laisse le champ libre, à mon avis, au retour en force de l'approche anarchique et contractualiste de la souveraineté en droit international. En effet, difficile sans une souveraineté bien ordonnée, et les limites que pourrait poser un droit international à la puissance politique débridée de quelques États, de lutter contre le retour de l'anarchie souveraine du XIXe siècle. Et on le voit déjà, au regain des impérialismes et au rejet par ces puissances du principe de l'égalité souveraine. Ce jeu à somme nulle entre la souveraineté et l'autorité du droit international, qui est l'aboutissement de ces deux phases du droit international, aura malheureusement été totalement délétère, et ce tant pour le droit international que pour la souveraineté. Il favorise en effet, à mon avis, ce que j'ai déjà dénoncé dans ma leçon inaugurale, puis dans chacun de mes cours depuis. Premièrement, la dépolitisation des institutions internationales et du droit international, dont l'autorité n'est jamais considérée comme politique, et encore moins en raison de l'étatisme méthodologique qui le caractérise, comme une autorité des peuples du monde sur eux-mêmes, via une représentation par des institutions co-souveraines. Et deuxièmement, par ricochet, le rejet de ce droit international est acté. Le rejet de ce droit international qui est considéré comme étant technocratique, bureaucratique et généralement illégitime d'un point de vue démocratique, ce qui amène au repli vers un projet politique nationaliste, qu'on appelle d'ailleurs souverainiste, comme si les nationalistes et les souverainistes avaient l'exclusivité de la souveraineté. En fait, cette scission entre la souveraineté populaire et le droit international a aussi des effets très profonds en droit interne,
où elle contribue à affaiblir le principe de la limitation de la puissance politique par le droit au sein des communautés politiques nationales, nourrissant par là le populisme et son rejet de l'état de droit. Et je vous ai mis ici un extrait d'une initiative populaire qui a été déposée en 2023 par un comité d'initiative. En Suisse, on peut, par initiative populaire, avec suffisamment de signatures, demander à ce que le peuple se prononce sur une modification constitutionnelle. Et voilà le projet de cet article constitutionnel qui était visé par cette initiative. Et vous voyez qu'il est le symptôme, à mon avis, précisément, de cette opposition délétère entre autorité du droit international et souveraineté populaire. Mais il n'y a pas que le populisme suisse, il y a tous les populismes européens ou états-uniens, mais aussi les populismes ailleurs dans le monde, y compris au sein d'États décolonisés, en Afrique ou en Amérique latine. Et c'est bien la tragédie de la dépolitisation de l'institution étatique et de la déconnexion entre l'égalité souveraine des États et l'égalité d'autodétermination des peuples que d'avoir non seulement retardé la décolonisation complète du droit international, mais aussi enrayé le développement de traditions constitutionnelles démocratiques propres au sein des États décolonisés. Alors la liste des conséquences néfastes de cette opposition artificielle entre souveraineté et autorité du droit international pourrait encore être allongée, par exemple par une référence à l'hybridité publique-privée du droit international et de ses institutions, puisqu'en l'absence de lien politique entre le droit international et les peuples qu'il pourrait réinstituer, eh bien, toutes les analogies publiques-privées se sont engouffrées dans le droit international. Comment espérer alors qu'un droit international hybridisé public-privé puisse faire autre chose que d'alimenter encore la privatisation sur le plan international comme national, y compris aux graves confusions, la privatisation de la souveraineté elle-même? Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit certains groupes techno-capitalistes invoquer une souveraineté propre et chercher à prendre appui sur le droit international pour ce faire. Et donc je pense que le moment est venu de comprendre que si le droit international a bien réussi, grâce à Kelsen et à ses suiveurs, à dissoudre la souveraineté politique en une simple autorité juridique, il n'en aura pas fait disparaître pour autant la puissance et la domination, et notamment la puissance et la domination privée. Seule une souveraineté bien comprise, une souveraineté qui vit bien avec son paradoxe, aurait permis de juguler cette domination, y compris privée, et nous sommes aujourd'hui toutes et tous démunis face à elle. Alors j'avais déjà expliqué dans ma leçon inaugurale, et vous avez un extrait ici, comment la souveraineté de l'État et de son gouvernement en droit international, cette souveraineté purement juridique, a piégé et invisibilisé la souveraineté des peuples du monde, et comment elle a exclu toute possibilité de souveraineté égale de leurs autres institutions non étatiques et de leurs organes non exécutifs, en aplatissant le triangle de la représentation peuple, institution, organe. Alors l'état des rapports entre souveraineté et autorité du droit international sont clairs, j'espère. J'espère vous avoir montré maintenant ce qu'est ce paradoxe de la souveraineté, pourquoi le droit international n'a pas réussi à en faire façon, en fait a choisi, selon les périodes, l'une ou l'autre des dimensions du dilemme et les enjeux qui s'en suivent. Mais comment expliquer qu'alors que le droit interne est parvenu à vivre avec ce paradoxe et à allier autorité et puissance politique dans son concept de souveraineté, comment expliquer que ce paradoxe ne puisse pas être vécu en droit international? Alors de plusieurs manières à mon avis. J'en donnerai deux. La première, c'est quelque chose auquel vous pensez peut-être déjà depuis le début de cette leçon, c'est l'approche qui est devenue prédominante en philosophie, mais aussi en général dans le discours ambiant, de la souveraineté comme étant nécessairement absolue, indivisible et illimitée. Et cette idée que la souveraineté serait nécessairement absolue, indivisible et illimitée a aujourd'hui un statut de vérité conceptuelle. Si vous osez imaginer une souveraineté divisée, alors vous ne parlez pas de souveraineté. Cette approche qui réduit
cette conception absolue, indivisible et illimitée à une question de fait, de vérité conceptuelle plutôt, a permis de faire passer pour des faits indépassables aujourd'hui les conceptions soi-disant bodiniennes ou hobbesiennes de la souveraineté. Et c'est très étrange, parce que la souveraineté, en étant comme elle est, à ce seuil entre autorité du droit et puissance politique, est normative par excellence. On attendrait donc un argument normatif au sujet de ces trois qualités de la souveraineté. Et pourtant, on nous sert une vérité conceptuelle. Et c'est d'autant plus étrange que l'histoire, tant intellectuelle qu'institutionnelle, comprend depuis toujours des exemples de souveraineté relative, de souveraineté divisible et de souveraineté limitée, mais mort du droit international. Alors vous allez dire, ah voilà, c'est la Suissesse qui parle. Mais non, il n'y a pas que les Suisses. Au sein de la tradition républicaine, on pourrait mentionner Machiavel, Harrington, Montesquieu, ou encore une fois, Hannah Arendt. Et pour la pratique institutionnelle, eh bien évidemment, il y a toutes les expériences fédérales de la souveraineté divisée. Il n'est donc ni historiquement farfelu, ni conceptuellement et normativement erroné d'avancer, comme je le ferai dans ce cours, premièrement, la possibilité pour la souveraineté d'un État d'être relative ou codépendante de celle d'autres institutions publiques, dont celle des autres États qui lui sont égaux. Deuxièmement, d'être partagée avec la souveraineté de ces autres États au sein d'institutions internationales de co-souveraineté. Et troisièmement, d'être limitée par le droit international impératif, garantissant notamment l'égalité des peuples et de leurs institutions. Alors abordé ainsi, il devrait être clair pour toutes et tous que l'autorité du droit international ne doit être confondue ni avec l'autorité d'un super-État global, ni avec la souveraineté d'un autre État, même très puissant, ni encore avec la puissance privée. C'est une autorité ultime, exercée en co-souveraineté des mêmes peuples sur eux-mêmes, des mêmes peuples qui se réinstituent internationalement par le droit international et adoptent par ces nouvelles institutions du droit international ensemble. Ce qui caractérise la souveraineté par rapport à d'autres formes d'autorité et ce qui fait sa valeur, c'est bien sa dimension populaire, publique ou politique, et son caractère originaire de seuil ou de limite à la puissance débridée. Et sa relativité, sa divisibilité, ses limites juridiques inhérentes ne menacent en rien son rôle dans l'encadrement de la puissance politique. Bien au contraire, je vous le dis, en réinstituant cette puissance politique à de multiples reprises sur le plan tant national qu'international, et dès lors en diffusant sa puissance, ces caractéristiques de la souveraineté, relative, divisée et limitée, protègent contre la domination des peuples souverains par leurs institutions souveraines, y compris et surtout contre leurs États, dont les déficits démocratiques sur le plan national ne sont plus à établir. Une deuxième manière d'expliquer l'état du débat et de la pratique du droit international et la résistance aux arguments que je vous ai faits ce matin est propre, à mon avis, à une pratique incohérente et je dirais même négligente des principes du droit international lui-même, ceux dont nous nous sommes pourtant dotés en 1945 et qui n'ont été que partiellement mis en œuvre. Et ça, c'est un levier que la juriste peut saisir. Et c'est ce que je ferai ici. À mon avis, la raison inhérente au droit international pour la dilution de la dimension politique de la souveraineté en une autorité de pur droit tient au déni de la dimension populaire et politique de la souveraineté. Une dimension populaire et politique de la souveraineté qui avait été pourtant reconnue, je vous le rappelle, garantie même dans la tradition constitutionnelle de la souveraineté étatique en droit interne depuis le XVIIIe siècle. Alors il faudra attendre 1945, nous l'avons vu, pour la reconnaissance de l'égalité des peuples par le préambule et l'article 1.2 de la Charte des Nations Unies, puis sous la forme du droit à l'autodétermination des peuples au sein des deux pactes des Nations Unies de 1966, mais par la suite, très rapidement, et malgré l'usage du terme « nation » dans le titre de la Charte des Nations Unies dans son préambule, une séparation stricte s'est instaurée en pratique
entre la souveraineté des États, d'un côté, et l'autodétermination des peuples, de l'autre. Et c'est précisément de la poursuite de la construction de cette dimension populaire et politique de la souveraineté bien comprise, et ensuite de son corollaire, l'égalité de souveraineté des peuples, dont j'aimerais me saisir dans ce cours et dont j'aimerais traiter. Premièrement, il s'agit de réconcilier enfin la souveraineté et l'autorité du droit international sans tenter de fondre la souveraineté populaire dans le droit international et sans tenter de développer l'autorité du droit international indépendamment de celle de la souveraineté des peuples du monde dont c'est le droit. Le temps est donc venu, non pas d'en finir avec la souveraineté en droit international. Au contraire, il faut commencer. Mais il faut en finir avec une conception très particulière de la souveraineté de l'État pour l'État. Et pour paraphraser le titre d'un article de Sommek et Wilkinson qui a inspiré le titre de cette première leçon, il s'agit de rendre cette souveraineté de droit international enfin plus populaire. Il me paraît en effet particulièrement important de ne pas laisser la souveraineté aux souverainistes et les peuples aux populistes. Au contraire, c'est dans la popularité de la souveraineté en et de droit international et dans son égale popularité que se trouvera la réponse du droit international au populisme. Plus précisément, ce sera mon deuxième objectif, le cours propose de revisiter le débat sur la souveraineté en revenant sur ce qui aura fait la spécificité de la souveraineté depuis ses origines, au fil de ses transformations, la pluralité et l'égalité relative des souverainetés. Il s'agit de l'égalité des peuples souverains, bien sûr, mais ce sera l'argument du cours aussi de leurs multiples institutions publiques, les États et bien d'autres institutions publiques encore sur le plan infranational, national ou international. Toutes les implications de cette égalité de souveraineté populaire n'ont pas encore été bien saisies, à mon avis, depuis la décolonisation. Et il me semble que bien comprises, bien contextualisées, comme je vais vous proposer de le faire en juriste ces prochaines semaines, elles pourraient constituer le ressort fictif d'un nouveau chapitre, non seulement plus égalitaire, mais aussi plus habitable dans l'histoire de l'organisation juridique des peuples du monde. C'est la promesse, je vous le propose, d'un droit interpublic, un droit qui puisse enfin devenir le droit des peuples qu'il porte en puissance, en nom du moins, depuis ses origines, et ce sera donc, vous l'aurez compris, un argument pour une théorie républicaine des souverainetés au pluriel. Alors à celles et ceux qui ne manqueront pas de rétorquer en soulignant la complexité d'un tel ordre de souveraineté au pluriel, je répondrai que la complexité est déjà là, que nous le souhaitions ou non. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et il ne s'agit pas de nous contenter de cette complexité et de revenir à la concurrence pluraliste d'autorités publiques et privées qui caractérisait l'ordre médiéval pré-souverain. Les souverainetés populaires postmodernes n'auraient tout à perdre en se passant de l'héritage moderne de l'institution publique des libertés et de l'égalité. Quant à affubler cet ordre, ou plutôt cet désordre-là du terme de souveraineté au pluriel, à l'image de ce que proposent les souverainistes néo-médiévalistes, qu'ils soient corpo-religieux ou techno-capitalistes, comme Muniz Fraticelli ou Green aux États-Unis, cela me semble très dangereux. Ces auteurs réenchantent ce qui ne peut pas l'être et fabriquent en passant une contre-histoire de la souveraineté moderne, comme ils fabriquent en passant une contre-histoire des Lumières, au prix de la souveraineté populaire et de l'égalité des peuples. C'est aussi pour cette raison que ma démarche sera très différente de celle des pluralistes radicaux du tournant du millénaire, qu'ils aient été chantres des réseaux ou de la liquidité de l'autorité. Il s'agit ici de systématiser, d'articuler une pluralité existante d'autorité autour de l'égalité de souveraineté populaire, y compris en rejetant la légitimité de ces autorités lorsqu'elles s'auto-affirment sans légitimité populaire, et de recadrer ainsi la diffusion désormais transnationale, polymorphe, publique-privée, de la puissance par le droit, et de protéger ainsi les peuples contre la domination. Mais il y a une deuxième objection, plus difficile, plus importante.
Cette deuxième objection, c'est l'objection selon laquelle la souveraineté, telle que nous en héritons en droit international, et je l'ai dit tout à l'heure, même reconstruite sous un angle populaire et égalitaire, demeure une invention européenne, médiévale puis moderne. La souveraineté serait donc la marque par excellence du manque d'universalité du droit international contemporain, et un argument de souveraineté, même au pluriel, ne ferait que continuer à diffuser cet héritage. Alors en réponse à cette objection, qui est importante, j'aimerais citer Suppiot. Vous avez cet extrait ici à l'écran, lorsqu'il dit, à mon avis très justement, qu'il ne faut pas confondre la généralité du problème auquel répond la souveraineté, c'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le besoin d'autorité ou de limite à la puissance politique, et ce besoin d'autorité ou de limite, il est le même partout. Donc il ne faut pas confondre ce besoin de limite, la généralité du problème, avec la spécificité de la réponse que la souveraineté des Européens, celle du droit international aujourd'hui, y apporte, c'est-à-dire celle de son phénomène, des marques de la souveraineté, pour citer Baudin, qui varient, il est vrai, de culture juridique en culture juridique. Et il est vrai que cette réponse que nous y avons apportée était la nôtre, celle des Européens, et nous l'avons imposée au mépris de la souveraineté des autres. Mais il me semble possible, et ce sera l'objet de ma leçon de clôture, que de vous en donner les détails, puisqu'il me semble possible de considérer le problème de la souveraineté de manière générale comme un problème commun à tous les peuples. Et en réponse, eh bien, je vous proposerai d'envisager un nouveau régime commun de souveraineté au pluriel, qui pourrait être reconstruit en partant du régime actuel, mais dans le respect de la pluralité et de l'égalité souveraine de ces mêmes peuples et de toutes leurs institutions. Ce sont après tout aujourd'hui précisément les peuples décolonisés et autochtones qui sont les plus fervents soutiens d'une lecture populaire et égalitaire du principe de souveraineté, y compris pour lutter contre les nombreuses inégalités souveraines et l'héritage colonialiste et impérialiste que le droit international entretient aujourd'hui encore avec sa logique propriétaire et extractiviste du principe de souveraineté ou le principe de l'extraterritorialité de la juridiction souveraine. En somme, si la direction du droit international de la souveraineté des XIXe et XXe siècles aura bel et bien été, pour citer Kennedy, celle de l'Europe vers le monde et celle de la politique vers le commerce, peut-être que nous pourrions faire en sorte de renverser la machine au XXIe siècle. Pourquoi pas des souverainetés du monde, des souverainetés au pluriel, vers l'Europe, et pourquoi pas des souverainetés extractivistes vers l'égale dignité des peuples. C'est le sens, et le second degré peut-être, de l'image que j'ai choisie pour illustrer notre programme. Ce tableau, Hope, Espérance, peint par Watts en 1886, qui figure, vous le voyez, l'espérance de cette femme blanche qui prend bien trop de place sur une planète qu'elle écrase de tout son poids, sur laquelle elle est assise, et au sujet de laquelle elle se lamente, peut-être en se culpabilisant. Et pourtant, cette femme espère encore, il lui reste une corde à sa harpe. Si vous regardez bien, il y en a une. Cette corde de la souveraineté est une corde occidentale, elle le sait, elle ne s'en cache pas, mais c'est la seule dont elle sache jouer. Alors après cette introduction à l'introduction, assez longue, mais vous le voyez que le décor est difficile à planter. Il est complexe, c'est un palimpseste, et il est paradoxal. Donc c'est du travail. Mais ce sera plus court maintenant. Dans cette deuxième partie, j'aimerais vous présenter l'état des recherches, pour pouvoir vous expliquer l'originalité de l'argument proposé et puis de la méthode retenue. Une recension de la littérature contemporaine en histoire des idées, philosophie politique et droit, et je me suis limitée à ces trois domaines, et j'ai été très sélective. Donc histoire des idées, philosophie et droit. Vous pourrez retrouver ces fiches PowerPoint avec les références plus tard. Appelle à mon avis deux grandes observations.
Premièrement, de nombreux auteurs, probablement influencés par le décalage temporel entre le développement de la souveraineté en droit interne dès le XVIe siècle et celui de la souveraineté en droit international dès le XVIIe, XVIIIe siècle, continuent à considérer que le droit international ne concerne que la souveraineté externe, c'est-à-dire l'indépendance des États dans leurs relations internationales. Ils négligent par conséquent les aspects de droit international contemporain qui régissent aussi, voire davantage, la souveraineté interne, ou alors réduisent ces aspects de droit international à une question de consentement de la part des souverains. Donc ça, c'est une posture très fréquente dans la littérature, ce qui fait que ces auteurs vont simplement ne pas parler de droit international, ou simplement pour dire qu'ils ne posent pas de problème. Je pense qu'il est important, au contraire, de comprendre qu'il s'agit de deux faces d'une même souveraineté, interne et externe, dans un monde composé de plusieurs peuples et donc de souverains. L'une ne peut exister sans l'autre, comme d'ailleurs les deux droits qui instituent les mêmes peuples et leurs institutions souveraines, dont les États, qui sont institués par le droit interne, le leur, et par le droit international. Lorsque les auteurs ne font pas cette erreur et comprennent que la souveraineté aujourd'hui est tant de droit interne que de droit international, ils se divisent principalement en deux groupes, je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui renvoient la question de la souveraineté au champ de la science politique ou de la théorie politique, comme Dicey, Austin, Schmitt ou plus récemment Pavel, et ceux qui, au contraire, l'absorbent totalement dans la théorie du droit, au prix de sa dilution en une simple autorité de droit, comme Kelsen, Hart ou Lauterpacht, et plus récemment dans une veine plus cosmopolitique et constitutionnaliste, Fassbender, Peters ou Chemillé Gendron. Dans l'un et l'autre cas, on peut observer une deuxième subdivision, selon que la souveraineté est abordée par ces auteurs comme une pure question de fait, le fait souverain, qu'il soit politique ou juridique, un fait à mesurer et dont l'existence pourrait ou non être établie, et d'autre part, les auteurs qui abordent la souveraineté comme une question purement normative, soit de légitimité politique ou démocratique, soit de l'égalité fondamentale, réduite alors une nouvelle fois à une question d'autorité et de raison d'agir. Du fait de ces deux subdivisions, peu d'auteurs, à mon avis, parviennent à saisir complètement la dualité de la souveraineté, son paradoxe, à la fois puissance politique et autorité juridique, à la fois fait et norme. Et ces difficultés à saisir la souveraineté se traduisent tant sur le plan de l'objet de la théorie applicable, ils vont développer une théorie du droit ou une théorie politique, que de sa méthode, puisqu'ils vont développer une théorie descriptive de la souveraineté ou normative de la souveraineté. En réaction, et je suis ici d'Eisenhower, à la suite de Heller et Walker, il me semble que c'est une philosophie politique du droit qu'il faut développer pour saisir la dualité politique et juridique de la souveraineté. C'est une philosophie politique du droit international qui devrait être capable de saisir et d'expliquer la valeur politique de la souveraineté instituée par ce droit. Et politiser la philosophie du droit international, c'est précisément ce que peut faire une théorie républicaine du droit des institutions, telle que je vous la propose ici. Comme d'habitude, ma méthode sera interprétative, et donc je vous présenterai des questions juridiques relatives à la souveraineté en droit international, et je vous proposerai des réponses de l'intérieur du droit international en vous proposant la meilleure interprétation possible de ces principes ou questions par référence à la popularité, la pluralité ou l'égalité de la souveraineté. Deuxième remarque sur l'état de la littérature, notamment juridique. Cette littérature reste largement dominée par la philosophie politique et juridique de la souveraineté d'origine européenne. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez sur l'approche purement descriptive du fait souverain et sur le fait que le credo, ou plutôt les conceptions bodiniennes ou hobbesiennes de la souveraineté absolue, exclusive et illimitée, seraient des vérités conceptuelles incontournables, eh bien, ce phénomène a un impact gigantesque sur la littérature, puisque la plupart des auteurs vont considérer que la qualité absolue, indivisible et illimitée de la souveraineté, c'est une vérité conceptuelle de la souveraineté.
En fait, si on lit bien Rousseau, on se rend compte que Rousseau aussi tombe dans ce piège à peine un siècle après Hobbes. Et lorsqu'il accuse dans cet extrait vraiment délicieux les auteurs qui, comme moi, quelques siècles plus tard, osent imaginer que la souveraineté puisse être divisible, lorsqu'il accuse ces auteurs d'être rien de plus que des charlatans du Japon, eh bien, il faut se demander si nous ne sommes pas tous un peu le charlatan de quelqu'un, puisque lui-même, je vous l'ai dit, était tombé dans ce piège du hobbisme le plus parfait, de considérer que ces traits de la souveraineté sont des traits conceptuels. Donc je vous dis, gare aux charlatans de la souveraineté. C'est une estampe vraiment intéressante qui nous donne un aperçu de qui pouvaient être ces charlatans, en l'occurrence plutôt chinois que japonais, qui avaient pour habitude de diviser les corps et puis ensuite de les restituer en une seule pièce. Donc j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser un peu plus que le droit, un petit peu d'histoire, un peu de charlatanisme. Donc cette apparente neutralité idéologique de la conception classique de la souveraineté, que tout le monde vous sert tout de suite, rend toute réfutation normative extrêmement difficile. Et elle rend toute réfutation normative extrêmement difficile, même lorsque cette réfutation est fondée sur quelque chose, à mon avis, de tellement frappant comme la pluralité des réponses culturelles au problème de l'autorité ultime dans le monde. Pire, et comme je l'ai expliqué dans la première partie de la leçon, du fait de la temporalité décalée de la souveraineté entre droit interne et droit international, ce sont les auteurs européens modernes de la souveraineté, donc ceux du XVIe, XVIIe, qui vont ensuite influencer le droit international des premiers siècles. Donc Grotius, Vattel sont totalement imbibés de Bodin et Hobbes. Et puis ce sont les auteurs européens des Lumières, donc du XVIIIe, la souveraineté des Lumières, qui vont influencer ensuite le droit international institutionnel contemporain, qui est complètement imbibé de références à Rousseau, Kant ou Montesquieu. Et de façon regrettable, les auteurs d'autres régions du droit international, comme l'Amérique latine ou l'Asie, y compris au sein du mouvement critique et réformateur Twale, comme Ingui ou Chimny, ne cherchent pas à identifier les marques de la souveraineté propres à d'autres cultures juridiques, pour autant bien sûr qu'elles puissent encore être retrouvées ou réactivées après le passage de la colonisation. En effet, ces auteurs, lorsqu'ils ne sont pas dans le rejet pur et dur de la souveraineté, comme étant forcément impérialistes, comme Gatti, reprennent le plus souvent les marques de souveraineté du droit public européen devenu droit international universel. Il n'existe donc que peu de travaux de droit international comparé de la souveraineté, ce que je regrette. Et lorsqu'ils existent, ils demeurent intra-européens. Donc, par exemple, il y a un ouvrage qui est sorti en 2023, que vous trouverez dans la liste, qui compare de manière magnifique les conceptions de souveraineté allemandes et françaises, mais on est vraiment dans une comparaison de deux voisins. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans de l'intra-européen pur et dur. Donc, ce sera l'un des objectifs de ce cours aussi, notamment de sa dernière leçon, que d'essayer de remédier à cette domination de la conception, des conceptions européennes, des souverainetés dans le discours du droit international de la souveraineté. Alors j'en viens maintenant à mon argument. Cet argument, évidemment, sera décliné lors de chacune des leçons, sur chacune des questions que je soulèverai dans ces leçons. Mais je vais vous donner aujourd'hui le squelette de cet argument républicain pour la poursuite de la construction de la dimension populaire de la souveraineté et de l'égalité souveraine des peuples. Pour vous présenter cet argument, je vous l'ai dit, c'est ma méthode, une méthode interprétative, je vais partir du droit international contemporain de la souveraineté des États et de l'autodétermination des peuples pour en proposer une interprétation plus cohérente et révéler ainsi tout le potentiel émancipateur de la souveraineté populaire comme limite et charnière entre droit et politique. Il est commun en effet pour les philosophes politiques, s'il y en a ici, qui se diront c'est banal, d'affirmer sans autre forme d'argument que ces deux principes, souveraineté et autodétermination, protègent évidemment la même chose.
Et il devrait donc en aller de même en droit international. Il faudrait être fou pour penser autrement, nous pense-t-il certainement. Mais il se trouve que la pratique du droit international est encore captive de son étatisme méthodologique et de la réduction de la souveraineté à une autorité juridique. La seule souveraineté serait donc celle des États, et leur égalité ne serait qu'une égalité de droit entre États. En réaction et premièrement, je vous propose d'établir un lien entre la souveraineté des États et la souveraineté populaire, comme la meilleure interprétation possible de deux principes coexistants du droit international, les principes de souveraineté des États et d'autodétermination des peuples. C'est ce que j'ai appelé dans mon titre la popularité des souverainetés. Et dans un deuxième temps, j'expliquerai pourquoi et comment il faut réinterpréter le principe de l'égalité souveraine des États, un autre principe du droit international contemporain, en une égalité plus vaste de souveraineté des peuples et de leurs multiples institutions publiques, dont les États, mais pas uniquement. Il ne s'agira pas, bien sûr, d'écarter l'égalité souveraine des États dans cet argument, donc ne craignez rien, je ne suis pas anti-étatiste, au contraire, mais de compléter l'égalité souveraine des États par l'égalité des autres institutions souveraines, tant infranationales, nationales qu'internationales, des mêmes peuples, pour domestiquer la souveraineté des États. Donc, premièrement, donc, la popularité de la souveraineté des États. Je l'ai dit, la conception de la souveraineté en et de droit international souffre depuis toujours d'un décalage de quelques siècles par rapport à la souveraineté de droit interne. Et la difficulté, en l'occurrence, c'est que ce droit international n'a pas encore été entièrement rattrapé par la souveraineté populaire, elle-même pourtant un héritage de la souveraineté des Lumières. On le voit bien quand on examine la place tout à fait secondaire et surtout distincte qui est donnée au droit à l'autodétermination des peuples, en pratique, par rapport au droit à la souveraineté des États. Et ce, alors même que si l'on lit la Charte des Nations Unies depuis le début et que l'on lit son préambule, eh bien, on voit bien que l'égalité des nations ou des peuples est proclamée avec celle des personnes humaines dès le début de cette charte fondatrice. Alors, sur un plan généalogique, il ne fait aucun doute, et je ne parle pas seulement ici du point de vue de la philosophie politique, que le principe de l'autodétermination des peuples est l'héritier du principe de souveraineté populaire. Dans sa forme populaire, en effet, la souveraineté est l'autorité ultime du peuple d'adopter du droit pour lui-même. C'est ainsi que le peuple souverain devient sa propre autorité et l'auteur de son propre droit. Et donc c'est ainsi que le peuple souverain devient à la fois son souverain et son sujet. Le peuple souverain, en d'autres termes, s'auto-gouverne et s'auto-détermine. Et ce principe de l'autodétermination des peuples en tant que souveraineté populaire prend ses racines dans les révolutions du XVIIIe siècle et la tradition de la démocratie constitutionnelle qui en est issue. Et c'est bien le sens de la Déclaration du droit des gens de l'abbé Grégoire de 1793 que vous avez ici à l'écran. Malheureusement, on le sait, cette déclaration ne passera pas, puisque nous sommes à l'orée à l'époque du XIXe siècle, un siècle, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est déjà résolument beaucoup plus attaché à l'anarchie souveraine qu'à son égalité. En soi, dès lors, la reconnaissance du principe de l'autodétermination des peuples par l'article 1.2 de la Charte des Nations Unies en 1945 aurait dû marquer, enfin, la popularisation du principe de souveraineté des États, lui-même garanti expressément sous la forme du principe de l'égalité souveraine à l'article 2 de la Charte. Donc on a deux articles, l'égalité souveraine des États et l'égalité de droit des peuples. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi claires, et tant la pratique que les auteurs maintiennent aujourd'hui encore les deux principes d'autodétermination des peuples et de souveraineté des États séparés. Même les plus fervents défenseurs de l'autodétermination des peuples, c'est intéressant. Et on le voit bien dans la littérature, avec des ouvrages récents qui paraissent par exemple sur l'État, comme un ouvrage de Green, qui cherche à identifier les critères de la communauté politique sous-jacente à l'État, mais il cherche ces critères en dehors du peuple et de la souveraineté populaire. Ou à l'inverse, dans un ouvrage récent, celui de Sparks, qui vient de paraître sur l'autodétermination des peuples,
eh bien on voit que cet ouvrage passe tout son temps à parler de l'autodétermination des peuples sans faire de lien avec la souveraineté populaire ni celle des États. Alors les arguments pour le maintien de cette séparation entre autodétermination des peuples et souveraineté des États en droit sont très variés, mais ils peinent à mon avis à convaincre. Je vais vous en mentionner quelques-uns ici. D'abord, certains auteurs, conquis par le positivisme juridique et acquis à la légalisation complète de la souveraineté en droit international, la fameuse souveraineté kelseynienne qui disparaît dans le droit, dans l'autorité du droit, insistent sur le fait que la référence à la souveraineté de l'article 2, paragraphe 1, n'en est pas une, puisque vous voyez que cet article utilise l'adjectif souverain et ne parle pas de souveraineté. Et donc, d'après ces auteurs, cet article ne fait que renvoyer au droit constitutif de la souveraineté des États et à une égalité de droit souverain, et pas à une égalité de souveraineté de ces États. Et donc encore moins de leur peuple. D'autres auteurs mentionnent la séparation de la garantie en 2 articles dans la charte. Ils disent si c'était le même principe, il y aurait un seul article. Il y en a 2, donc ce n'est pas la même chose. Et ils vous disent c'est d'autant moins la même chose qu'en 1970, dans la déclaration sur les relations amicales entre États, la résolution 26-25, eh bien, on a maintenu les 2 principes séparés. Enfin, certains auteurs vont opposer, encore une fois, souveraineté externe et souveraineté interne, rapprochant la souveraineté des États de la première et l'autodétermination des peuples de la seconde. Mais cette distinction, je vous l'ai dit, n'est pas plausible. Ces institutions sont des institutions, comme l'État, de droit interne et de droit international en même temps. Et non seulement n'est-elle pas plausible, cette distinction, mais les mêmes auteurs finissent par expliquer dans les mêmes chapitres combien le droit à l'autodétermination des peuples façonne aujourd'hui l'organisation interne démocratique des États, exigeant de ces États le respect de la souveraineté populaire. Et donc ils disent à la page 1 de l'article, je suis un peu schématique ici, ils disent à la première page de l'article, c'est pas la même chose, mais quand vous avez terminé l'article, vous voyez bien que pour eux, l'autodétermination des peuples exige une organisation démocratique des États et donc le respect de la souveraineté populaire. Et cette ambivalence, on la retrouve très bien dans l'avis sur la séparation des Chagos, donc la fin de la décolonisation de Maurice par les Anglais, où la Cour internationale de justice limite le droit à l'autodétermination au contexte de la décolonisation, évidemment, une nouvelle fois pour éviter que le génie sorte de sa bouteille et que la souveraineté populaire sorte du droit à l'autodétermination plus généralement. D'ailleurs, les observateurs du principe de l'autodétermination des peuples ne s'y trompent pas, puisque comme Klabers, ils parlent du caractère explosif ou disruptif du principe de l'autodétermination des peuples. Berman, par exemple, a très bien écrit sur l'autodétermination et son rapport à la souveraineté lorsqu'il désigne l'autodétermination comme une souveraineté en attente, une souveraineté prête à refonder le droit international et ses institutions par une réinstitution de la souveraineté d'un peuple, ce qui n'est pas évidemment sans rappeler, pour les connaisseurs, le souverain endormi de Hobbes. Si la souveraineté des États a été entièrement juridicisée, dépolitisée, et donc tenue bien à l'écart sous un verrou juridique de la souveraineté populaire en pratique, il me paraît plus difficile, voire absurde, de soumettre l'autodétermination des peuples au même traitement. Et pourtant, les juristes internationalistes et les États essayent de le faire. Ils essayent de réduire l'autodétermination à un ensemble de droits et l'autodétermination de ces peuples à des critères juridiques. Ce serait au droit de déterminer qui est le peuple. Après tout, le droit international de la décolonisation ne parle-t-il pas de territoire non autonome plutôt que de peuple non souverain ? Et la seule mention de la souveraineté dans le contexte des résolutions sur la décolonisation n'est-elle pas le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, un principe de souveraineté propriété plus que de souveraineté politique ? Alors il y a beaucoup d'exemples de cette dépolitisation, juridicisation de l'autodétermination des peuples en droit international aujourd'hui. Je mentionnerai par exemple le fait pour le droit international
non seulement développer des critères juridiques pour l'identification du peuple lui-même, mais aussi de limiter juridiquement les contextes dans lesquels l'autodétermination des peuples peut s'appliquer. Alors, à Chagos, c'était très clair, on a dit c'est la décolonisation et rien d'autre. Et puis, dans le contexte de l'avis ou des multiples avis sur le peuple palestinien, on comprend que la Cour internationale de justice est prête à étendre, évidemment, ce droit à l'autodétermination des peuples, du peuple palestinien, au contexte de la colonisation ou de l'occupation. Mais on voit bien, par exemple, si on pense aux peuples autochtones, que leur droit à l'autodétermination ne se transforme pas, pour l'instant, en souveraineté. En somme, la pratique du droit à l'autodétermination des peuples a systématiquement manqué jusqu'ici les occasions de renouer avec la dualité droit politique de la souveraineté. Et on le voit très bien pour les connaisseurs parmi vous, à la manière dont les juristes s'arrachent les cheveux pour faire sens des dimensions constitutives et déclaratives de la souveraineté populaire. Vous avez déjà entendu parler de la reconnaissance des États et de la question de savoir si la reconnaissance est constitutive ou déclarative. Eh bien, ce débat-là, c'est exactement le débat avec lequel j'ai ouvert la leçon aujourd'hui. C'est le débat du paradoxe de la souveraineté, c'est-à-dire une souveraineté qui est toujours à la fois juridique et politique. La pratique du droit à l'autodétermination des peuples cherche donc par tous les moyens d'éloigner la souveraineté des États de celle de leur peuple, et vice-versa. Et cette incohérence grandissante entre les régimes juridiques des principes d'autodétermination des peuples et de souveraineté des États, combinée avec le frein à l'émancipation politique qui est devenue cette dernière pour les peuples du monde, et notamment pour tous les peuples qui n'étaient pas institués déjà en État en 1945, comme le peuple palestinien, justifie à l'avenir d'interpréter la souveraineté des États comme une souveraineté des peuples. Et pour cela, je reprends appui sur le préambule de la Charte des Nations Unies, qui parle des peuples des Nations Unies, qui proclament leur foi dans l'égalité des nations et donc des peuples. Ce que ce préambule confirme, à mon avis, c'est que les États membres des Nations Unies sont aussi des peuples. Sinon, elle n'aurait pas pu être ratifiée par des États. Et cela confirme aussi que les peuples qui s'autodétermineront à l'avenir deviendront des États, puisque le droit à l'autodétermination comprend, dans les circonstances de la décolonisation, et on le sait aujourd'hui de l'occupation ou de l'annexion en Palestine, un droit à devenir un État. Et la Cour l'a d'ailleurs confirmé en 2024 une nouvelle fois dans cet avis. Cette reconnaissance place l'autodétermination des peuples dans le même groupe limité des normes qui forment le cadre constitutionnel du droit international impératif que certains droits de l'homme, et si vous regardez la dernière phrase de cet extrait, la Cour vous dit que le droit à l'autodétermination, en cas d'occupation étrangère comme celle dont il est question en la présente espèce, donc elle est extrêmement prudente une nouvelle fois, mais le droit à l'autodétermination dans ce contexte constitue une norme impérative du droit international. Deuxième volet de l'argument, je vous ai présenté la popularité, maintenant je vais vous présenter l'égalité. L'égalité de souveraineté des peuples et de leurs institutions publiques, dont les États. Une fois la souveraineté de l'État en droit international réinterprétée comme l'une des formes instituées de la souveraineté de son peuple, il faut encore saisir ce qui fait sa particularité et qui va être un ressort très très important pour nous dans ce cours, c'est son égalité. Ici, à nouveau, le droit international contemporain fait preuve d'une très grande frilosité. Il n'exploite pas le potentiel qu'il peut exploiter. Et je ne dis pas bien sûr qu'il est frileux sur l'égalité elle-même. L'égalité des États est indissociable de la souveraineté de l'État depuis l'origine du droit international moderne au XVIIe siècle. Dès l'origine, en effet, la souveraineté de l'État ne se présente que sous une forme de souveraineté égale. En fait, c'est en posant l'égalité de la pluralité des États qu'il institue en tant que tel, et en dépit de toutes leurs différences géographiques, démographiques, économiques, militaires, que le droit international peut garantir leur souveraineté en tant qu'indépendance des autres États. Et c'est ce faisant, depuis le XVIIe siècle, que le droit international devient le droit égal de tous les États, indépendamment
de leur taille, puissance ou fortune, qui étaient encore et sont encore très variables, et c'est en cela qu'ils se distinguent du droit d'un empire, du droit du plus fort, et c'est le sens de la formule par in parem non habet imperium. Alors, j'ai présenté tout à l'heure les trois grandes phases de l'histoire de la souveraineté de l'État en droit international. Et il est possible de retracer ces trois phases dans l'histoire de son égalité aussi. Premièrement, il y a eu la phase de l'égalité anthropomorphique de la souveraineté des États, qui était fondée dans une analogie de droit naturel, avec l'égalité des personnes humaines, dès le XVIIe siècle. C'est le cas chez Hobbes, Grotius, mais surtout chez Vattel. Vous avez ici l'extrait très célèbre qui vous donne l'essence de cette idée d'égalité anthropomorphique par analogie de droit naturel entre l'État et la personne humaine. Deuxième phase, on peut parler de l'anarchie souveraine. Une anarchie souveraine, dès la fin du XVIIIe, mais surtout au XIXe, des États tempérés, une anarchie souveraine qui est tempérée, bien sûr, par une égalité de droit des États, mais c'est une pure égalité formelle dont les États à l'époque s'embarrassent très peu. Et puis troisième phase, l'égalité souveraine des États garantie par l'article 2.1 de la Charte des Nations Unies que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc on voit que l'égalité est là depuis toujours. Elle est là sous forme anthropomorphique au début, sous la forme d'une égalité purement formelle dans l'anarchie souveraine du XIXe siècle, et puis elle revient sous la forme de l'égalité souveraine en 1945, une égalité de droit par la Charte. Mais comment, me direz-vous alors, expliquer des siècles d'inégalité de droit dans un ordre juridique international qui est fondé, je viens de vous le dire, sur l'égalité de souveraineté depuis le XVIIe siècle ? Eh bien, l'explication tient à la conception de la souveraineté. C'est parce que la conception de la souveraineté change que l'égalité de la souveraineté a un sens différent à chaque période. Ainsi, la souveraineté des États a tout d'abord été conçue à l'instar de l'autonomie privée de personnes physiques, dans le modèle anthropomorphe d'origine chrétienne, puis juste naturaliste et libéral, qui a précédé à l'analogie et à la transposition de l'égalité entre personnes autonomes à l'égalité entre États souverains, par exemple chez Vattel. Et c'est ce qui explique à l'époque que cette souveraineté égale ait pu être considérée comme abandonnée contractuellement par certains peuples au profit des puissances européennes. Ah ben, ils ont consenti à renoncer à leur souveraineté, donc voilà. Ils n'en ont plus, ils ne sont plus nos égaux. Ou alors que cette égale souveraineté ait pu être écartée, car improductive, comme le serait la propriété d'un propriétaire négligent de sa terre. S'il ne la fait pas fructifier, alors il ne mérite plus d'être propriétaire. Il était égal souverain, si la souveraineté est conçue par analogie avec la propriété, il ne s'occupe pas de sa terre, il ne mérite plus de la garder. D'accord ? Donc, cette égalité anthropomorphique du début, par le jeu de cette analogie juste naturaliste, et déjà libérale et très contractualiste, va amener avec elle une égalité, mais une égalité qui porte sur une souveraineté très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Deuxième phase, le XIXe siècle, ici, du fait de l'assimilation de la souveraineté de l'État aux standards de civilisation, eh bien, seuls certains peuples à l'époque sont institués d'une manière qui est considérée par les autres comme étant digne d'égalité. Et donc d'énormes inégalités de fait coexistent avec cette égalité formelle de droit, on le voit bien avec le Congrès de Vienne en 1815, les conférences de La Haye et puis la Société des Nations en 1919. Mais dès le début du XXe siècle, par le rapprochement entre souveraineté de l'État et souveraineté populaire, j'en ai parlé tout à l'heure, l'égalité de tous les États est revendiquée et garantie, d'abord en droit international régional, puis en droit international universel, dès 1945, avec la garantie de l'article 2 et de l'article 1er que nous avons vu tout à l'heure. On parle aussi d'ailleurs dès ce moment-là d'égalité des peuples ou des nations, qu'ils soient institués en État ou pas encore, puisqu'ils sont appelés à être décolonisés. En somme, et si l'on devait chercher la justification de l'égalité dans chacune de ces trois étapes, eh bien, l'on pourrait dire que la justification de l'égalité de souveraineté des États du XVIIe siècle est un mélange de justification d'abord chrétienne et de droit naturel,
puis libéral et contractualiste, fondant des analogies entre l'égalité des individus et des États. Donc ce n'est pas du tout politique. Dans la deuxième phase, la justification de l'égalité des États se mue en une simple question de corrélation logique de l'existence du droit international. Et puis l'égalité de souveraineté de la troisième phase, alors elle est intéressante puisque sa justification paraît enfin correspondre à la justification démocratique de la souveraineté populaire du XVIIIe siècle, comme c'était le cas de l'égalité entre gens chez l'abbé Grégoire. Malheureusement, les choses ne sont pas si claires. Nombreux sont en effet encore les États et les auteurs qui considèrent que l'égalité souveraine en droit international contemporain n'est qu'une égalité de droit des États et non pas une garantie de l'égalité de souveraineté des peuples. Alors si on se penche une nouvelle fois sur les textes pour chercher des leviers à l'interprétation contemporaine du droit international, eh bien, il est vrai que si l'on regarde l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, on voit bien cette référence au terme souverain et non pas à la souveraineté. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. De même, si on regarde l'article 1, paragraphe 2, on vous parle de l'égalité des peuples, mais pas de l'égalité souveraine des peuples, mais de l'égalité des droits des peuples. Et quand vous lisez le détail du principe de l'égalité souveraine des États dans la résolution 26-25, c'est pareil. On vous parle surtout de droits plutôt que de souveraineté. Alors il n'y a rien de surprenant ici, puisque cette période, notre période, est une période dominée par l'approche juridique de la souveraineté, cette approche kelsénienne, qui a pris une forme constitutionnelle, cosmopolitique, aujourd'hui, dans la troisième moitié du XXe siècle, et au tournant du millénaire. Donc de l'égalité de souveraineté des États de l'origine, il ne resterait donc plus, avec la transformation juridique de la souveraineté en une pure autorité de droit, qu'une égalité de droit de ces États, une égalité dans et devant le droit international. Et pourtant, je pense, et c'est ce que je vous soumets, que la souveraineté populaire et politique doit être replacée au cœur de cette égalité bien interprétée. En effet, ce qui sera décisif à l'extension de l'égalité souveraine, non seulement à tous les États, mais aussi à tous les peuples, dès le début du XXe siècle, et à son ancrage dans la Charte des Nations Unies, c'est le développement des droits de l'homme et de la démocratie au sein des États occidentaux depuis le XVIIIe siècle. Ce que cela veut dire, c'est qu'un lien s'est noué dès ce moment-là entre l'autonomie individuelle et la souveraineté populaire dans une démocratie, et entre l'égalité des citoyens d'une part et l'égalité des peuples de l'autre. Et on retrouve très bien ce lien dans le préambule de la Charte des Nations Unies, puisque dans ce préambule, les nations proclament à nouveau leur foi dans l'égalité des droits des hommes et des femmes d'une part, et des nations grandes et petites de l'autre. Cette proclamation de foi est double, et ce n'est pas anodin. Elle proclame l'égalité de la personne humaine et celle du peuple comme les deux facettes d'une même pièce. La personne humaine est alors réinstituée en titulaire d'un statut égalitaire personnel, celui des droits de l'homme, tandis que le peuple est réinstitué en même temps, de manière double, en titulaire d'un statut égalitaire politique, celui de la souveraineté populaire ou de l'autodétermination. En fait, cette dualité dans la garantie égalitaire du statut tant de la personne que du peuple est un héritage du XVIIIe siècle. Ces deux statuts sont depuis toujours institués ensemble. Je vous ai montré l'abbé Grégoire tout à l'heure, mais c'est plus général. À l'image de la structure fractale d'un chou-fleur, pardonnez-moi cette image, mais proche du repas de midi, je pense que ça s'impose. Donc, à l'image de la structure fractale d'un chou-fleur, l'égalité des institutions publiques souveraines est ce qui permet à ces institutions publiques d'instituer publiquement l'égalité des personnes sujettes devenues citoyennes, et vice-versa, puisque sans l'égalité de ces citoyens rassemblés en peuple, ces institutions ne pourraient pas être instituées en institutions publiques et souveraines. La dimension instituée, et donc à la fois juridique et politique de l'égalité, tant individuelle que populaire, va au cœur de sa structure contemporaine normative. Comme dans le cas de l'égalité individuelle, la justification institutionnelle a pris la place de la justification religieuse ou métaphysique
de l'égalité de souveraineté du droit international des origines. Il ne s'agit plus d'une égalité par transcendance divine, appliquée en vertu d'une analogie naturelle ensuite entre le peuple et la personne humaine. Cependant, la même tension entre transcendance et immanence, entre politique et droit, est réinstituée artificiellement par cette dualité politique et juridique de la souveraineté populaire, elle-même garantie par le droit international. En fait, même Kelsen ne s'y était pas trompé. Il dira l'exact inverse en 1944 ou en 1960, mais en 1920, il écrit ce que vous voyez à l'écran. Il nous dit que le choix entre la primauté du droit international et celle du droit interne n'est pas une question purement politique, comme il le dira plus tard, de choix entre cosmopolitisme pacifique et nationalisme impérialiste, le premier exigeant l'égalité et le second la rejetant. Non, ce qu'il nous dit dans ce passage, c'est que ce n'est pas une question, cette question de l'égalité souveraine des États, qui échapperait à l'ordre juridique international et qui devrait être imposée de l'extérieur depuis une théorie de la légitimité politique et notamment démocratique. Non, il nous dit c'est une exigence de morale politique inhérente à l'ordre international, celle du principe moral de l'égalité de souveraineté des communautés politiques ou peuples. En d'autres termes, l'égalité de souveraineté des peuples figure au rang des principes les plus fondamentaux de l'ordre juridique international, ce que Kelsen, mais plus tard Heller, appelleront les principes fondamentaux éthiques par rapport aux principes fondamentaux logiques de l'ordre juridique international. Et d'ailleurs, c'est sans surprise qu'aujourd'hui, on retrouve, à côté du principe de l'autodétermination des peuples, le principe de l'égalité de souveraineté parmi les normes impératives du droit international contemporain. Ce degré de normativité dans l'ordre juridique international ne se justifierait pas s'il s'agissait d'une banale égalité de droit interne à l'ordre juridique. Et c'est ce que confirme, à mon avis, l'article 2, paragraphe 1 de la Charte, puisque si on le lit bien, et pour l'instant je n'ai pas attiré votre regard sur ce point-là, mais si on le lit bien, on voit bien que cette égalité souveraine est au fondement de l'Organisation des Nations Unies. Elle est présentée comme l'un des principes fondateurs du droit international. En faisant de l'égalité de souveraineté des peuples une norme impérative, le droit international la place parmi celles auxquelles il n'est pas autorisé aux États de renoncer, même en y consentant, au prix sinon de la renonciation à la souveraineté de tous les autres peuples. Le droit international place cette égalité souveraine parmi les normes auxquelles les États n'ont pas à consentir pour qu'elle les lie. Il la place donc au-delà de la compétence souveraine, hors du champ de la puissance politique ordonnée, mais le fait sans en faire une question de validité juridique comme une autre, entièrement soumise à l'autorité du droit international. Et donc ce fameux rôle liminal, originel de la souveraineté populaire peut ainsi déployer à nouveau tout son potentiel paradoxal sur le plan international, celui du pouvoir à la fois constituant et constitué. En pratique, malheureusement, pour en revenir aux deux piliers de la garantie institutionnelle internationale de l'égalité que j'ai mentionné tout à l'heure avec le chou-fleur, eh bien, l'égalité de souveraineté des peuples et de leurs institutions n'aura pas été aussi bien protégée que celle des droits de l'homme dans l'ordre international d'après-guerre. J'ai déjà expliqué tout à l'heure pourquoi les États n'aiment pas l'autodétermination des peuples. Mais j'ajouterai simplement ici que le fait d'avoir traité ce principe de l'autodétermination des peuples avant tout comme un droit de l'homme, ou de vouloir renforcer constamment ce que les commentateurs appellent la dimension humaine de l'autodétermination des peuples, n'aura pas contribué à entretenir la symétrie, cette dualité de l'institution des peuples et des personnes humaines de la Charte. De même, l'erreur très fréquente que font de nombreux auteurs, comme Peters par exemple, qui visent à limiter la souveraineté du peuple et de ses institutions dans l'État au nom de la protection des droits de l'homme, et donc à opposer, encore une fois, souveraineté et droits de l'homme, aura été pernicieuse tant pour la protection de la démocratie que celle des droits de l'homme. Et désormais, par conséquent, c'est ce double potentiel républicain de lutte contre la domination que peuvent avoir la protection ensemble de l'égalité des droits de l'homme et de l'égalité de souveraineté des peuples qu'il s'agit de mobiliser dans la reconstruction de l'ordre international à venir. Alors, j'avais prévu encore de délimiter
ce que je vais faire de ce que j'ai déjà fait les années précédentes. Mais je n'aurai pas le temps de le faire, je vous ai déjà trop parlé de chou-fleur et je vous ai déjà trop ouvert l'appétit. Mais je vous dirai simplement que je ne pourrai pas, dans le cours de cette année, on ne peut pas répéter constamment les mêmes cours, même lorsqu'ils sont liés les uns avec les autres, traiter de 3 sujets qui sont connexes, qui sont très intimement liés à l'argument de cette année, mais dont j'ai déjà traité les années précédentes. Je ne pourrai pas traiter tout d'abord de la distinction public-privé. J'ai déjà expliqué, et je vous renvoie à mes cours là-dessus, pourquoi cette distinction est essentielle et pourquoi elle est liée à la publicité de l'État souverain. Je ne pourrai pas traiter non plus de questions de représentation démocratique, y compris au sein d'organisations internationales. J'en ai traité aussi très longuement dans un autre cours, il y a quelques années. Et enfin, je ne pourrai pas traiter non plus du consentement au droit international. J'en ai parlé aussi très longuement dans mes publications, dans un colloque que j'ai organisé il y a quelques années aussi au collège, où j'ai expliqué, ce que je vous ai déjà dit ce matin, que le consentement ne peut pas être source de validité juridique, il ne peut pas être source d'obligation juridique, et qu'un ordre juridique international qui réconcilie souveraineté et droit international ou autorité du droit international par le consentement est en fait en train de vous dire que le droit international n'est pas du droit. Donc je vous renvoie sur ces 3 questions vraiment très liées à ce que je vais faire, à mes cours des années précédentes, et je sais que ces exclusions thématiques vont peut-être frustrer certaines et certains d'entre vous, mais ce que je vais faire l'an prochain, quand je serai en décharge du collège, c'est de donner le cours général de l'Académie de droit international de La Haye, qui portera le thème, le titre, le droit des peuples. Et dans ce cours, je compte bien faire un lien et amener toute la masse de ces 6 ans d'arguments dans un livre unique. Et donc, il faudra attendre un petit peu, mais d'ici 2 ans, vous pourrez avoir ce livre. Alors finalement, en termes de programme, le programme est à l'écran, donc je ne vais pas le décrire avec vous, j'aurais voulu le faire, mais de nouveau pour des raisons de temps, je ne peux pas le faire. Ce que j'aimerais dire sur ce programme, c'est simplement comment il a été conçu. Alors il a été conçu évidemment en réponse aux paradoxes et aux enjeux que je vous ai présentés ce matin. Il précise toute la ligne argumentaire que je vous ai présentée ensuite sur la popularité et l'égalité des souverainetés, mais il n'est pas conçu comme un exposé classique de la souveraineté en droit international. Il cherche au contraire à répondre aux objections qui sont faites aujourd'hui à la souveraineté en droit international contemporain. Ces objections, c'est la pluralité de l'autorité, c'est l'extraterritorialité de la juridiction, c'est les analogies de droit privé, notamment la logique propriétaire de la souveraineté territoriale et des ressources, les inégalités entre souverains qui sont renforcées par l'égalité de souveraineté, la souveraineté quasi-étatique de l'Union européenne, ou encore l'anthropocentrisme de la souveraineté. Et donc, leçon après leçon, je vais vous montrer comment il est possible de répondre à ces objections et comment une souveraineté populaire et égalitaire, telle que je vous l'ai défendue ce matin, bien comprise, peut vous permettre d'affirmer que la souveraineté n'a plus à être moniste ou exclusiviste, elle n'a plus à être propriétaire, elle n'a plus à être solidaire, elle n'a plus à être étatique uniquement, ni anthropocentrique. Et donc je ne vous en dis pas plus, pour ne pas révéler le cœur de ce que je vous présenterai à chaque fois, mais je terminerai évidemment avec la question la plus urgente de toutes, qui est celle de l'anthropocentrisme et de la manière dont nous pourrons, en droit international, sortir de cet anthropocentrisme de la souveraineté et défendre une conception des souverainetés biocentrées qui seront les seules à même, je pense, de nous faire survivre dans un monde qui est devenu de moins en moins habitable. Alors je vous remercie de votre patience, de votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine, et puis cette fois je vous dis vraiment bon appétit. Merci.